Bonsoir et bienvenue à la première web diffusion de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Elle est intitulée « Recherche sur le lymphome, hier, aujourd'hui et demain ». Cette présentation fait partie d'une série ayant pour but de mettre en lumière les avancées de la recherche sur les cancers du sang. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Nadine Prévost, chef principal des programmes nationaux liés à la mission. Je serai le modérateur de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle du conférencier. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions à la fin, mais uniquement en ligne en utilisant la fonction chat. La présentation durera environ 45 à 60 minutes et sera suivie d'une période de questions d'environ 15 à 30 minutes. La présentation est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en consultant la présentation PowerPoint. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous offrons du support aux personnes touchées par un cancer du sang tout le long du parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Plusieurs outils d'information sur le lymphome sont à votre disposition sur notre site web sllcanada.org. La Société de leucémie et lymphome du Canada finance 41 projets de recherche en 2017-2018 et a financé la recherche pour un total de 36 millions depuis 1955. Plus de 138 000 Canadiens ont un cancer du sang ou sont en rémission. Le lymphome est la forme la plus commune chez les adultes, avec plus de 43 000 Canadiens. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, le Dr Jean-Sébastien Delisle, qui a généreusement accepté de passer ce début de soirée avec nous. Le Dr Delisle est hématologue au Centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Depuis octobre 2010, il est clinicien-chercheur dans le groupe de travail sur la transplantation de la moelle osseuse et est en charge d'un programme de recherche sur l'immunologie du cancer et la transplantation du même établissement. Il est également professeur agrégé à l'Université de Montréal. À vous, Dr Delisle. Merci beaucoup pour une présentation élogieuse. Ça me fait toujours énormément plaisir de contribuer à la mission de la Société leucémie lymphome qui, en plus de financer la recherche, nous aide beaucoup et aide évidemment beaucoup les patients et leurs familles dans leur cheminement à travers la maladie. Donc, je dois dire que je suis un chercheur et un clinicien dans le domaine de la greffe de la moelle osseuse ainsi qu'en immunothérapie. Donc, cela va peut-être un peu teinter la présentation qui ne veut pas être une présentation exhaustive de tout ce qui se passe en lymphome, mais au moins offrir un cadre pédagogique suffisant pour que tout le monde puisse suivre et bien comprendre les enjeux de la recherche et les défis cliniques auxquels nous faisons face. Je veux dire que dans le domaine de l'immunothérapie, je suis déteneur d'un brevet et un scientifique fondateur d'une spin-off, c'est-à-dire une compagnie de biotech qui vise à développer une immunothérapie contre les cancers du sang. Donc, alors, tombons rapidement dans le vif du sujet. Il faut savoir d'où viennent les lymphomes. Et à chaque fois qu'on a une maladie, ça s'applique à tous les cancers, il faut bien comprendre d'où vient le cancer. Alors, le système sanguin est un système hiérarchique pyramidal. Là, vous pouvez voir que la pyramide est un petit peu couchée sur le côté, mais tout débute avec une cellule souche qui va se différencier pour donner en bout de piste, à travers plusieurs stades de maturation, différentes cellules. Ce sont les cellules qui constituent votre sang. Les érythrocytes, les globules rouges, les plaquettes, ainsi que tous les globules blancs qui sont nommés ici. Les plus nombreux étant généralement les neutrophiles. Nous allons nous intéresser au bas du panneau, c'est-à-dire aux maladies qui touchent les lymphocytes. Les lymphocytes sont des globules blancs spécialisés dans l'immunité cellulaire pour la plupart ou humorale. Donc, il y a les lymphocytes B et les lymphocytes
T, qui sont des sous-types aux fonctions bien différentes. Et lorsqu'on parle de lymphome, c'est une de ces cellules-là, de ce type de cellules-là, qui s'est cancérisée, donc qui est devenue anormale. Alors, comment devient-on un cancer? Il y a 4 principes de base en biologie qui s'appliquent et qui peuvent nous aider à expliquer le développement des cancers de façon assez simple. Lorsqu'une cellule existe, elle doit toujours opérer ou fonctionner selon 4 principes. Un qui est l'auto-renouvellement, donc cette cellule-là doit être capable de se reproduire. Elle peut se différencier. À un moment donné, elle devra mourir, c'est ce qu'on appelle apoptose, et à tous les moments, elle devra gérer sa prolifération. Donc, un lymphome, c'est essentiellement un problème dans un ou plusieurs de ces 4 principes-là. Ou bien la cellule perd le contrôle sur l'apoptose, donc elle devient incapable de mourir comme elle devrait, ou bien elle prolifère trop, ou elle n'est plus capable de se différencier. Donc, ces concepts de base-là vont juste vous aider à bien situer comment s'articulent les nouveaux traitements en lymphome. Alors, ce diagramme-là est peut-être un petit peu compliqué, mais indique les différents stades de maturation des lymphocytes B et lymphocytes T. Alors, les deux originent de la moelle osseuse. Le lymphocyte T, lui, va poursuivre son développement dans un organe qui s'appelle le thymus, qui est une glande dans votre thorax, et à un moment donné, va acquérir une fonction particulière. Chaque lymphocyte, B ou T, est construit pour répondre, pour cibler un antigène ou un microbe très précis. Donc, ces cellules-là doivent aller à l'école, dans la moelle pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lymphocytes T. Et à cette école-là, ces cellules-là apprennent à reconnaître spécifiquement les antigènes qu'elles auront à combattre dans leur fonction immunitaire. Et ensuite, elles vont patrouiller dans le corps et se loger dans les ganglions, la rate et partout où nous avons en fait des cellules sanguines. Ça inclut la peau, les muqueuses. Mais ce qui est important de noter, c'est que lors de l'éducation et de la formation des lymphocytes, ils doivent faire quelque chose de très dangereux. Ils doivent changer leur code d'ADN pour être capables justement de faire ces récepteurs hautement précis. À chaque fois qu'une cellule, en quelque sorte, altère son code génétique, il y a un risque qu'elle devienne un cancer. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Chez les lymphomes, on est capable de retracer une anomalie génétique qui vient de cette étape cruciale de leur développement. Pour survivre, les lymphocytes ont besoin des signaux qui viennent de ce récepteur très spécialisé, que sont ici représentés BCR, B-cell receptor, donc récepteur des cellules B. Donc, c'est en recevant un signal que les lymphocytes vont être capables de survivre et proliférer et fonctionner. Donc, dans plusieurs cas, c'est déréglé. Et on est maintenant capable de cibler, je vais décrire ça plus en détail un peu plus loin dans la présentation, avec certains médicaments, on est capable de cibler ces intermédiaires de signalisation qui existent entre la surface de la cellule et le noyau. Donc, une cellule, pour fonctionner, va capter des signaux de son environnement et par des cascades biochimiques, va relayer cette information-là jusque dans son noyau où certains gènes vont être activés et qui vont dicter la fonction de la cellule. Donc maintenant, avec des médicaments, quand on voit que ces voies-là sont déréglées, on peut tenter de les attaquer. Ça a été une grande découverte des 10-15 dernières années. On peut maintenant identifier les voies
ou les méthodes, les voies de communication de la cellule qui sont malades. Alors, pourquoi le lymphome se développe-t-il? La réponse toute crue à ça, c'est on ne sait pas. Les accidents génétiques dont je vous ai parlé tantôt se produisent probablement au hasard. C'est en fait un coup de malchance la plupart du temps. Cependant, on sait que certaines conditions, chez la minorité des patients avec lymphome, vont prédisposer à la maladie. Il y a certaines immunodéficiences innées, donc des gens qui naissent avec des défauts du système immunitaire, j'en nomme quelques-unes là, peuvent développer des lymphomes. Les immunodéficiences acquises, donc les patients porteurs du virus d'immunodéficience humaine, le VIH, ou les patients recevant de l'immunosuppression lors d'une transplantation. Les maladies auto-immunes et inflammatoires, comme le lupus, peuvent prédisposer au développement des lymphomes. Certaines infections par des virus, comme le Epstein-Barr, EBV, l'hépatite C, ou HTLV1, ou même une bactérie, la bactérie qui cause les ulcères d'estomac, l'Helicobacter pylori, peut causer certains types de lymphomes. Et évidemment, quelques produits chimiques et des médicaments. Je crois très sincèrement que les prochaines années vont voir l'émergence d'une recherche environnementale importante qui vont révéler à quel point la pollution de notre environnement a un impact sur le développement de la maladie. Mais ce qui est connu, c'est que l'exposition à certaines chimiothérapies, à certains médicaments pour traiter les maladies inflammatoires, certaines sources de radiation et des pesticides ont été associées avec le développement des lymphomes. Alors, lorsque le lymphome se développe, il faut comprendre que les tissus lymphoïdes se trouvent partout. Donc, des ganglions, il y en a partout. Les lymphocytes T, je vous ai dit tantôt, pouvaient vivre dans à peu près tous les organes du corps et ils se promènent d'un organe à l'autre. Donc, la présentation des lymphomes peut être extrêmement variée. Vous savez, quand on parle d'autres types de cancers, généralement, il y a un site primaire, comme par exemple le sein, et là, ça va, après ça, se distribuer selon un patron relativement prévisible. Il va d'abord aux ganglions et ensuite à d'autres organes. Le lymphome n'obéit pas tout à fait à ces règles-là. Il y a des lymphomes localisés qui se propagent de façon contiguë, c'est-à-dire une à côté de l'autre. C'est dans certains cas assez typique du lymphome de Hodgkin, par exemple, mais on ne peut pas prédire la distribution du lymphome. Et le lymphome aussi peut changer à mesure que les traitements avancent, à mesure que la maladie évolue. Il peut changer de nature. Un lymphome qui se trouvait dans les ganglions peut soudainement se mettre à envahir la peau, par exemple. Donc, il faut garder ça en tête, en tout cas comme thérapeute, très certainement, mais aussi comme patient. Alors, la prochaine diapo est la longue liste de tous les lymphomes, finalement, tels que déterminés par l'Organisation mondiale de la santé en 2016. Donc, écoutez, je voudrais vraiment pas vous ennuyer et tous vous les décrire. Il y a certaines entités là-dedans qui sont excessivement rares et je peux dire que même si ma carrière se poursuit encore très longtemps, je ne verrai pas un exemplaire de toutes ces maladies. Ce qu'il faut retenir, c'est que les lymphomes des cellules B, dont le rôle normal est de produire des anticorps, donc ça c'est 85% de tous les cas. Et les lymphomes des cellules T, celles qui vont à l'école dans le thymus, ça, c'est juste 15%. La plupart de nos traitements ont été développés pour traiter donc des lymphomes B. Et tout récemment, et pour des cas très spécifiques, on commence à développer des thérapies intéressantes pour des lymphomes de cellules T qui, franchement, sont moins fréquents et ont été un petit peu moins bien étudiés. Donc, on devient meilleur à catégoriser les lymphomes et on espère que ça va nous aider à mieux les traiter. Ça devrait, parce que chaque entité, quand elle est bien décrite, on est capable au niveau biologique
d'aller comprendre comment ça fonctionne et ça ouvre beaucoup plus de perspectives au niveau des thérapies ciblées ou des thérapies intelligentes. Donc, tous les lymphomes ne sont pas créés égaux. Certains sont plus durs à traiter que d'autres. Ça, c'est assez clair. Les taux de réponse peuvent être extrêmement variables. Et la biologie, comme je vous dis, informe vraiment sur la conduite à tenir et le développement de nouvelles approches en thérapie. Alors, là, ça devient très technique, mais pour nous, c'est très important. Le type de lymphome dépend de l'étape de maturation où se trouve le lymphocyte. Je vous ai expliqué, il naît dans la moelle, il va à l'école dans la moelle pour le lymphocyte B, après ça, va migrer vers les ganglions, va terminer son éducation dans les ganglions, après ça, va migrer un petit peu partout, va recirculer. Donc, selon l'endroit où il se cancérise dans son développement, eh bien, ça va nous informer beaucoup de la biologie et de la catégorie de lymphome à laquelle il appartient. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler du lymphome du manteau. Ça semble très original comme nom, mais c'est parce que le ganglion a un manteau qu'on appelle ici mantle zone. Donc, un lymphome qui origine de cet endroit-là, puis on peut savoir comment en étudiant différents marqueurs, va s'appeler un lymphome du manteau. Il y a des entités qui se ressemblent. Encerclé en rouge, vous voyez BCLL ou LLC, leucémie lymphoïde chronique. Il y en a deux types. Un type qui vient d'une cellule qui n'a pas encore entré dans le ganglion, elle vient tout juste de sortir de l'école de la moelle osseuse, et l'autre, au contraire, a complètement passé à travers le ganglion et a recommencé à circuler. Et même si ces deux maladies-là se ressemblent beaucoup au microscope, tellement qu'ils ont le même nom, elles ont des caractéristiques biologiques très différentes. Et encerclé en bleu, on peut parler de la même chose, c'est le lymphome diffus à grande cellule B, qui peut être de deux types, du type du centre germinatif ou du type ABC, qui veut dire type des cellules B activées. Et ça aussi, c'est deux biologies, bien que ça se ressemble beaucoup au microscope ou avec les différents tests qu'on fait, c'est deux entités qui réagissent très différemment au traitement. Alors, on a réussi à comprendre ça dans les dernières années beaucoup, beaucoup mieux, grâce en bonne partie à la génétique et à la génomique. Je vous montre ici deux courbes de survie. Deux articles tout de même assez vieux, mais qui ont été importants dans l'histoire récente des cancers du sang. Il y a, sur le panneau de gauche, on voit les taux de survie des patients de leucémie lymphoïde B qui sont du type pré-ganglion, et ça c'est unmutated, ou post-ganglion, mutated, et on voit qu'il y a une énorme différence. Donc ces patients-là ont été traités avec les mêmes traitements pour la même maladie, et on voit quand même des différences notables. À droite, c'est la même analogie, mais avec le lymphome diffus à grande cellule. Donc, vous voyez sur la ligne du bas que si on prend le lymphome issu du centre germinatif, les taux de survie avec le même traitement sont bien meilleurs que lorsqu'on a un type ABC, donc des cellules B activées, ça c'est la ligne en bleu. Et comment on a pu déterminer ces deux types-là si ils se ressemblent au microscope? C'est parce que maintenant, avec les techniques d'expression des gènes, on est capable d'identifier dans ces cellules-là, dans ces biopsies-là, l'expression de tous les gènes qu'on a. Et selon le degré d'expression, on est capable de catégoriser la maladie de façon maintenant assez précise. On peut même le faire de façon beaucoup plus simple maintenant, en connaissant ces marqueurs-là dans un laboratoire de pathologie tout à fait standard, mais c'est vraiment l'arrivée de la génomique à la fin des années 90 et au début des années 2000 qui nous a permis, en quelque sorte, de découvrir des sous-catégories à l'intérieur des maladies qu'on connaissait déjà ou qu'on croyait connaître. Évidemment, les traitements doivent aussi de plus en plus tenter de cibler ces maladies-là de façon plus spécifique possible et en accord avec leur biologie. On n'y parvient pas encore toujours, mais c'est très clairement là où on s'en va.
Donc ça, c'est une autre étude qui a été publiée par ma collègue de l'hôpital général, qui travaille maintenant à l'hôpital général juif, Nathalie Johnson, qui avait publié l'expérience des lymphomes du BCCA, l'Agence de cancer de la Colombie-Britannique. Et vous pouvez voir que là, elle a regardé le dérèglement de 2 gènes. MYC est un gène qui favorise la prolifération et BCL2 est un gène qui empêche la mort de la cellule. Bon, vous aurez compris que si on pousse la prolifération et qu'on freine la mort, ça va faire en sorte que le cancer va pousser, va progresser assez vite. Mais quand on traite ces gens-là, ce dont on s'aperçoit, ce qui est le plus redoutable, c'est lorsqu'on a les 2 anomalies en même temps. C'est la ligne rouge. Alors que si on a juste, disons, un accélérateur comme MYC, mais que les freins sont encore en bon état, bien là, on a la ligne bleue. Ces patients-là répondent très bien à la chimiothérapie. Donc, encore une fois, ça, c'est des lymphomes qui, à l'œil du pathologiste, sont identiques, mais les résultats au traitement sont dramatiquement différents. Je vais vous montrer plus tard qu'on est capable maintenant de tenter de cibler BCL2 et de, en quelque sorte, faire en sorte que la cellule reprenne ses freins et redevienne capable de mourir, la rendant d'autant plus susceptible à la chimiothérapie. Alors, les principes de base, et ça oriente beaucoup la recherche qu'on fait. Comment traite-t-on les lymphomes, communément appelés les syndromes lymphoprolifératifs? Il y a une grande variété de maladies, donc une grande variété de traitements. Il y a une catégorisation, par exemple, qui doit être tout à fait claire. C'est les lymphomes agressifs ou indolents. Un lymphome agressif, c'est un lymphome qui pousse rapidement, alors qu'un indolent, c'est un qui pousse très lentement. Alors, règle générale, les lymphomes agressifs ont plus de chances d'être guéris par des approches usuelles de chimiothérapie, mais si on ne les traite pas, ils peuvent, en quelque sorte, progresser, se propager et amener le décès très rapidement. Par contre, et à l'opposé complètement, les lymphomes indolents peuvent parfois être observés. Ils ont une croissance lente, donc ils peuvent ne pas causer de problème, mais ils sont incurables par chimio et radiothérapie, approche standard. Je vais vous montrer comment on peut s'attaquer à ces lymphomes-là un petit peu plus tard. Donc, la première décision, c'est la maladie requiert-elle un traitement? Et évidemment, le choix du patient. Est-ce que le patient veut une thérapie? La chimiothérapie, peu importe les thérapies plus modernes dont je vais vous parler un petit peu plus tard, la chimiothérapie demeure malgré tout la pierre angulaire du traitement, et ce depuis les années 50. Elle s'est considérablement améliorée depuis, considérablement. Amène maintenant un haut taux de guérison dans certaines catégories de lymphomes assez communs et peut franchement améliorer à la fois la qualité et la quantité de vie dans plusieurs de ces entités-là. Donc, bien que je suis un grand fervent de l'immunothérapie, qui est mon domaine de recherche, je peux dire sans aucun détour que la chimiothérapie demeure la clé de voûte des traitements des lymphomes à l'heure actuelle. Alors, il y a eu des ajouts significatifs à la chimiothérapie de première ligne dans les dernières décennies. Vous savez, dans les années 50, on a commencé avec un agent. Après ça, on a combiné avec un autre agent. Puis finalement, on a construit un principe qui s'appelle la polychimiothérapie, où on sait qu'en donnant des combinaisons, on peut obtenir des meilleures réponses. Donc, on a découvert d'autres molécules. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la bendamustine, qui a une histoire intéressante. C'est une vieille molécule inventée par les chimistes de l'Allemagne de l'Est, qui a été, mis de côté avec la chute du mur de Berlin et qu'on a redécouvert récemment et qui, dans certains cas, amène des réponses tout à fait spectaculaires.
On a développé aussi au cours des dernières décennies des procédures qui nous permettent de donner plus de chimiothérapie, et ça, c'est la greffe autologue de moelle osseuse ou l'autogreffe. Et plus récemment, on a développé les thérapies ciblées et les immunothérapies qui demeurent probablement les faits d'armes les plus importants de la dernière décennie et qui sont en évolution extrêmement rapide. Donc, et là, en tant que chercheur, il faut toujours qu'on soit capable de bien cibler nos objectifs. Vous savez, il y a des traitements qui vont amener un grand changement dans la façon de traiter les lymphomes, ce qu'on appelle les changements de paradigme, c'est-à-dire on traitait d'une façon, on balaie le passé et on traite d'une autre façon qui est meilleure. Ça arrive de temps en temps. Par contre, ce qui arrive plus fréquemment, et c'est beaucoup moins glamour, mais c'est une suite de petites améliorations. C'est donc extrêmement important de participer à ces recherches cliniques qui nous permettent de tester ces petites améliorations ajoutées à des traitements de base. Donc, comme exemple, ce que je peux vous donner, c'est que certaines innovations en recherche vont complètement changer les données. Par exemple, on a eu depuis quelques années l'arrivée en masse, et là, ça va se démocratiser de plus en plus, en fait, je l'espère, le traitement des lymphomes avec des cellules immunitaires génétiquement modifiées. Je vais vous parler tantôt des antigènes, des récepteurs antigéniques chimériques, ou Chimeric Antigen Receptors, les CAR, qui sont en quelque sorte un changement de paradigme. Mais il faut quand même bien humblement admettre que c'est souvent une succession d'études cliniques bien faites, où on ajoute un médicament, on en donne un petit peu plus, on en donne un petit peu moins, qui nous permettent de sauver à terme le plus de vies. Prenons par exemple la leucémie pédiatrique. En 1950, aucun enfant survivait. Et avec l'ajout graduel d'agents de chimiothérapie, de radiothérapie, bien qu'on s'éloigne de ça de plus en plus, on avait, dans les années 2000, 80% de guérison. Donc, il ne faut jamais, disons, négliger l'importance que peut avoir la participation à des études cliniques où on teste différents régimes de chimiothérapie. Donc, thérapie de sauvetage par autogreffe. Ça s'applique à plusieurs maladies. Le lymphome diffus à grandes cellules, la maladie de Hodgkin, réfractaire ou récidivante, et le lymphome folliculaire. C'est les principales indications. Et l'autogreffe, c'est absolument pas sorcier, là. C'est une méthode pour donner plus de chimiothérapie. La toxicité limitative de la chimiothérapie. Pourquoi on n'est pas capable d'en donner plus que ce qu'on en donne généralement? Ce qu'on donne généralement, c'est parce qu'à un moment donné, on va détruire ou endommager de façon très sérieuse la moelle osseuse. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà été traités et on a dû retarder des traitements parce que la moelle n'arrivait pas à récupérer. Donc, la chimiothérapie est très toxique pour la moelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour donner plus de chimiothérapie sans que la moelle soit atteinte? Bien, l'autogreffe, c'est exactement ça. On a juste à sortir les cellules souches du sang avant, les mettre au congélateur, et franchement, c'est vraiment ce qu'on fait, là. On les imbibe d'un préservatif qui s'appelle le DMSO, qui leur permet de survivre à la congélation. On les gèle, on les garde après ça dans l'azote liquide à moins 170 degrés Celsius. Et là, on admet le patient à l'hôpital et on lui donne une très grosse chimiothérapie. Une chimiothérapie qu'on dit myéloablative parce que c'est une chimiothérapie qui tue la moelle. Donc, si on laisse le patient comme ça, le patient ne survit pas. Mais on peut décongeler les cellules qui, elles, n'ont pas vu la grosse chimiothérapie et qui ne sont pas endommagées. On réinfuse ces cellules-là et là, le patient peut se refaire un système sanguin. Donc, c'est une approche encore fréquemment utilisée qui avait démontré dès 1995 sa supériorité en lymphome diffus à grandes cellules si on compare avec les traitements conventionnels de chimiothérapie.
La première vague d'immunothérapie maintenant. Si on change l'autre liste d'innovation, on a ici les anticorps monoclonaux. Beaucoup d'entre vous ont certainement entendu parler du rituximab, qui cible le CD20, c'est-à-dire une marque, un signal, un marqueur à la surface des cellules B, malades et saines. Mais on l'utilise évidemment pour frapper préférentiellement les cellules B, malades, donc les lymphomes B. Et ça, c'est la grande étude, la suite de la très grande étude qui avait été faite par le GELA, le groupe français d'études sur les lymphomes, qui nous démontre que l'addition du R, du rituxan, à la chimiothérapie de base, qui est composée de 4 agents, le CHOP, qui est le standard en lymphome agressif ou en lymphome diffus à grandes cellules depuis les années fin des années 70. On a pour la première fois, après deux décennies de piétinement, on a pu démontrer que l'addition de l'anticorps monoclonal améliorait de façon importante la survie et la survie sans maladie des patients. Alors, comment ça fonctionne l'anti-CD20? L'anti-CD20, le rituximab, va se lier au CD20 qui est à la surface des cellules malades. Il va déclencher une signalisation qui va peut-être amener la mort cellulaire, qu'on appelle apoptose. Il va aussi mobiliser des protéines du sérum qu'on appelle le complément, et le complément peut faire des trous dans la cellule. Mais son mécanisme principal, c'est qu'il amène des cellules immunitaires, notamment les NK, mais aussi les macrophages, qui vont cibler, qui sont capables de reconnaître les cellules qui sont enrobées d'anticorps et qui sont capables de les tuer. Donc, avec la chimiothérapie en combinaison, cette thérapie-là a pu nous faire avancer significativement dans les dernières 2 décennies maintenant. Alors, si on utilise le principe des anticorps monoclonaux, et il y en a d'autres, ciblant d'autres molécules, que je n'ai évidemment pas le temps de vérifier, mais on a pris ce principe-là pour l'amener encore plus loin. Si on prend les CAR, les récepteurs antigéniques chimériques, eh bien, c'est assez intéressant parce qu'on prend l'anticorps, qu'on modifie pour qu'il soit exprimé non pas par une cellule immunitaire bien particulière qui s'appelle le lymphocyte T. Alors, ce qu'on fait, pourquoi il est chimérique, c'est qu'il a une partie anticorps qui va reconnaître le CD19 ou le CD20, là, mais ceux qu'on a sur le marché sont, ceux qui sont sous étude, c'est les CAR ciblant le CD19. Donc, cette construction-là, qui est complètement artificielle, là, qui n'existe pas dans la nature, va être exprimée par le lymphocyte T, va être capable de reconnaître le lymphocyte B malade par le biais de CD19, et va, à chaque fois qu'il rencontre une cellule qui exprime le CD19, ça va déclencher une réaction de signalisation à l'intérieur de la cellule, et ça va faire en sorte que le lymphocyte T va tuer la cellule malade, mais de façon extrêmement efficace. L'autre dérivé, en quelque sorte, des anticorps, c'est ce qu'on appelle les bispecific engagers, donc les engageurs bispécifiques. Et là, ce que ça fait, c'est un petit peu différent. C'est comme des entremetteurs. C'est qu'on a un bout, qui est un bout de l'anticorps, qui va cibler le CD19 ou le CD20. C'est 2 molécules exprimées par les lymphocytes B. Donc, c'est du pareil, un peu, pas tout à fait, là, mais c'est presque du pareil au même. Et il y a un autre petit bout qui va aller fusionner avec une cellule T. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va amener le lymphocyte T, qui est une cellule immunitaire efficace, en proximité avec le lymphocyte B malade, et ça va déclencher ce qu'on appelle la cytotoxicité, donc c'est-à-dire la capacité du lymphocyte T de tuer le lymphocyte B. Donc, c'est surtout utilisé maintenant en leucémie qui exprime le CD19, mais on peut présager que ça va être applicable au lymphome dans un futur proche. Alors, c'est un détail un petit peu technique ici.
Ça détaille un petit peu comment les CAR sont faits. Alors, on peut regarder les trois panneaux là, de droite. On voit qu'il y a une partie vraiment anticorps à l'extérieur de la cellule, en mauve, et une partie plus orangée à l'intérieur de la cellule, qui est ce qui va indiquer, ce qui va dire au lymphocyte T, écoute, je viens de reconnaître quelque chose d'anormal, il faut le tuer. Donc, c'est une façon de rediriger l'immunité du patient contre son cancer. Ça, c'est une idée authentiquement novatrice qui trotte dans la tête de bien des gens, mais qui restait qu'un distinct rêve jusqu'à tout récemment. Alors, les fameux CAR, c'est surtout en leucémie aiguë de l'enfant, qu'on a vu les réponses les plus spectaculaires avec des taux de réponse complètes allant jusqu'à 90% dans certaines études, mais en lymphome B aussi, il y a de l'activité. 50% des patients qui ne répondaient plus à aucune chimiothérapie ont été capables de répondre, souvent de façon durable, à ces nouvelles thérapies-là. Ceci dit, il y a des effets secondaires possibles. Hein? Ce n'est pas parce que c'est de la chimiothérapie puis que c'est de l'immunothérapie que c'est moins toxique. Loin de là. Il peut y avoir une activation massive du système immunitaire qui va mener à des effets secondaires extrêmement importants. Donc, c'est important de rester vigilant et évidemment, ce n'est pas des choses qu'on fait à la maison. Là. Il faut qu'il y ait une très bonne équipe de soins qui soit prêt et très attentive aux moindres symptômes du patient lorsqu'on administre ces thérapies-là. Et ça demeure expérimental et très compliqué. Juste pour vous dire ici, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre les cellules immunitaires du patient, les sortir du patient, les modifier génétiquement et les réinfuser au patient. Donc, ça a l'air simple comme ça, mais ce qu'il faut faire, c'est brancher le patient sur une machine d'aphérèse pour faire la collecte d'un très grand nombre de lymphocytes T. Après ça, les incuber avec un virus qui est dérivé du VIH. Ce virus-là va être porteur d'un élément génétique qui va s'intégrer dans les lymphocytes T. Cet élément génétique-là, c'est ce qui code pour le CAR en question. Après ça, il faut laver tout ça. Et on a des cellules T qui sont redirigées. Alors, le modèle actuel, c'est que un coup qu'on a ces cellules-là, on les cryopréserve, on les congèle, puis on les renvoie à l'hôpital où ils vont être administrés aux patients. Donc, ça prend plusieurs semaines à organiser ces choses-là. Et ça prend énormément d'argent et ça prend une excellente logistique aussi. Donc, c'est pas exactement comme aller s'acheter une bouteille de Tylenol à la pharmacie, mais on espère que dans les prochaines années, à travers quelques innovations bien ciblées, on va être capable de rendre ça beaucoup plus accessible. Il y a aussi une vieille immunothérapie. Moi, c'est ce qui m'a convaincu de faire de l'hématologie dans la vie, c'est la greffe de moelle allogénique. La greffe de moelle allogénique, c'est une greffe qui ne vient pas de soi-même, mais qui vient de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est compatible, mais qui n'est pas identique, généralement. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-ci, c'est pas juste donner énormément de chimiothérapie pour tuer la moelle sous-jacente. Là. On n'est pas dans ce registre-là. On peut le faire. Mais l'allogreffe amène une intelligence immunitaire dans tout ça. Ce qui arrive, c'est que vu que les cellules immunitaires du donneur ne sont pas, disons, complètement identiques au receveur, ces cellules immunitaires-là vont reconnaître le cancer du patient comme étant étranger et l'éliminer. C'est comme une espèce de réaction de rejet qu'on utilise pour traiter le cancer. Malheureusement, cette réaction de rejet-là peut affecter les organes normaux du patient aussi et amener ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'autre. Mais, bien qu'originellement développée pour les leucémies, l'allogreffe de moelle osseuse, depuis les années 70, guérit maintenant un bon nombre de lymphomes, de myélomes, de leucémies. On peut estimer à plusieurs centaines de milliers de patients qui ont été sauvés par cette procédure-là, qui amène
finalement une réaction immunologique, immune, une réaction de transplantation, une réaction de rejet finalement, mais qui fonctionne, on espère, on travaille fort pour que ça soit le plus souvent au bénéfice du patient, sans grands effets secondaires. Là, je vais vous parler de quelque chose qu'on a développé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et qui se fait dans quelques centres dans le monde. Je crois qu'on était les premiers au Canada à le faire pour les lymphomes. 20% des cancers à l'échelle de la planète sont causés par des virus. C'est pas le cas dans nos sociétés où c'est beaucoup moins fréquent que ça, mais le virus EBV, Epstein-Barr, est associé à plusieurs lymphomes et 90% des adultes sont infectés de façon latente, c'est-à-dire on est infecté, moi je suis infecté, mais j'en sens aucune conséquence la plupart du temps. Et on a une très bonne immunité pour le garder en échec. Par contre, chez certaines personnes qui soient immunosupprimées et des fois même immunocompétentes, le virus se réveille et va transformer en cancer la cellule qui l'héberge, le plus souvent un lymphocyte B. Donc, ce virus-là se transmet de façon très, très fréquente. Les anglophones appellent ça de kissing disease. Donc, ça se transmet par la salive. Donc, tous les enfants là, qui s'échangent des jouets là, sont infectés ou presque. Puis, à l'âge de 8 ans, là, la plus grosse partie de l'humanité est déjà infectée. Et là, ben, ça va demeurer tranquille après ça dans plusieurs de nos cellules, mais à un moment donné, il peut se réveiller. Alors, ce que nous avons fait, en se basant sur un protocole qui a été initialement développé au Texas, qu'on a modifié un petit peu, donc on entraîne les lymphocytes du patient ou d'un donneur en laboratoire, on l'entraîne à reconnaître le virus. Parce que les cellules cancéreuses infectées par le virus expriment à leur surface des antigènes ou des petits morceaux du virus que le système immunitaire peut reconnaître. C'est juste que le patient n'est pas capable de le faire tout seul sans qu'on l'aide. Donc, on prend ces cellules-là, on les stimule à reconnaître le virus en laboratoire et on les réinfuse. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ça, c'est un scan. Vous devez imaginer que les pieds vont vers vous et que la tête est dans le fond de votre écran. Et c'est une tranche à travers le thorax. Donc, vous voyez à votre gauche le dôme du foie, en plein centre le cœur, le poumon, et les petites flèches rouges indiquent des masses lymphomateuses qui étaient résistantes à la chimiothérapie, qui étaient résistantes au rituximab et qui, suite à une infusion, en l'espace de quelques mois, sont disparues. Donc, l'immunothérapie, qui peut agir parfois assez lentement, lui, ça a pris quelques mois avant que ces choses-là s'arrangent, mais amène une intelligence dans le traitement qui est différente de celle de la chimiothérapie. Alors, les maladies qui sont résistantes à la chimiothérapie peuvent être parfaitement immunosensibles, et c'était le cas ici. Autrement, est-ce qu'on peut stimuler le système immunitaire autrement et puis pas nécessairement avoir à manipuler les cellules au laboratoire? Oui, et ça, c'est une découverte assez récente. Le milieu tumoral, hein, quand on parle d'une masse tumorale, il n'y a pas juste des cellules cancéreuses ou des cellules lymphomateuses là-dedans. Il y a aussi toutes sortes de cellules immunitaires. Et des cellules immunitaires qui sont épuisées en quelque sorte. Comme si elles avaient voulu combattre le cancer et à force de trop vouloir s'essayer, elles s'étaient épuisées. Et lorsqu'elles s'épuisent, elles expriment à leur surface des récepteurs qui mettent les freins à leur activation. On a maintenant développé des médicaments qui sont disponibles, c'est des anticorps qui vont aller bloquer ces signaux d'épuisement-là et qui vont en quelque sorte réanimer la réponse immunitaire. Ça a surtout été développé pour les cancers non hématologiques, le mélanome par exemple, ou même le cancer du poumon, mais en lymphome de Hodgkin, ça a amené des réponses à 90%. Donc, ce qui se passe, c'est que
vous voyez une molécule qui s'appelle ici sur le lymphocyte T-cell, le PD1, qui est une molécule qui envoie, vous voyez les signes moins, là, qui envoie des signaux négatifs, qui dit au lymphocyte ne t'active pas. Eh bien, si on bloque cette signalisation-là, le lymphocyte va se réveiller et peut se mettre à attaquer la cellule tumorale. Donc, jusqu'à maintenant, et ça n'a vraiment pas été utilisé partout, mais chez certains cancers du sang, ça semble être extrêmement prometteur. Ce sont évidemment des approches très expérimentales qui demeurent sous étude. Maintenant, la thérapie ciblée, qui est l'autre grande branche d'innovation. Je vais mentionner quelques exemples. Je vous remets ici cette diapo qui montre la signalisation, c'est-à-dire la cascade biochimique qui existe au sein du lymphocyte B qui reçoit un signal à partir de son récepteur principal. Eh bien, on a remarqué qu'il y avait une hyperactivation des molécules de signalisation. Et on sait aussi que, vu que le lymphocyte B dépend pour sa survie de cette signalisation-là, bien on s'est dit, si on la bloque, peut-être allons-nous faire mourir le lymphocyte. Et c'est un petit peu ce qui se passe. Alors, peut-être avez-vous entendu parler de l'ibrutinib, mais l'ibrutinib cible une protéine qui s'appelle le BTK, Bruton-like kinase, qui relaie les signaux stimulateurs de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Alors, en le bloquant, on est capable de contrôler la signalisation déréglée dans certaines maladies et ainsi freiner ce qu'on appelle, freiner la prolifération et probablement prédisposer les cellules à la mort. L'idéalisib, qui cible PI3 kinase, fonctionne à peu près selon le même principe, ainsi que l'éverolimus, qui va cibler la kinase mTOR un petit peu plus loin, qui est une autre. Donc, ce sont là des molécules qui sont extrêmement importantes pour donner le coup d'accélération à la prolifération du lymphocyte B malade. On est maintenant capable de les cibler assez spécifiquement. Je vous ai aussi expliqué en début de présentation que parfois le problème, c'était une incapacité des lymphocytes B malades, donc des cellules de lymphome, une incapacité de mourir. Souvent, ça, c'est médié par la protéine BCL2, que je vous ai montré tantôt, qui n'est jamais un bon signe lorsqu'elle est surexprimée dans les lymphomes. Eh bien, il y a maintenant sous étude sur le marché un médicament qui s'appelle le venetoclax, qui va inhiber, donc bloquer l'action de BCL2 et prédisposer les cellules à la mort cellulaire. Des fois, la mort, elle est si violente et les cellules lymphomateuses meurent si vite qu'elles relâchent dans le sang une grande quantité de déchets, parce que quand une cellule meurt, c'est ce qui arrive. La quantité de déchets, elle est si grande qu'il faut admettre le patient à l'hôpital pour le surveiller ou peut-être même le traiter. Donc, ça peut être extrêmement efficace. Aussi, on comprend de plus en plus que le lymphome est, comme je vous disais tantôt, non pas juste une boule de cellules cancéreuses, mais un écosystème qui comprend plusieurs cellules immunitaires. Bien qu'on ne comprenne pas exactement comment ça fonctionne encore, certaines drogues comme le lénalidomide, ou Revlimid, là, selon son nom commercial, est capable, on croit, de reprogrammer en quelque sorte ce micro-environnement-là qui limite l'immunité et peut-être stimuler ainsi l'immunité naturelle du patient pour combattre le lymphome. Donc, on voit qu'on est capable de plus en plus d'utiliser les cibles très précises au niveau moléculaire pour amener une réponse importante. Il faut que je vous dise qu'on n'est pas encore tout à fait confortable, ni même à l'aise pour ce qui serait des combinaisons. Et ça va être un champ de recherche extrêmement important dans l'avenir. Quelles sont les combinaisons gagnantes de tous ces nouveaux médicaments-là, entre eux, mais aussi avec les traitements plus conventionnels que sont la chimiothérapie, la radiothérapie. Donc, l'immunothérapie ou la thérapie ciblée, c'est des mécanismes d'action différents de la chimiothérapie.
Et puis, ça peut avoir un effet même quand la chimiothérapie ne marche plus. Et ça c'est un triomphe des dernières années, parce que avant ça, quand la chimio ne marchait plus, bien, c'était fini. Mais là, c'est plus vrai. Dans bien des cas, on est capable d'essayer ces médicaments-là, qui sont pour la plupart sous étude. Les profils d'effets secondaires sont différents et certains sont importants. Il y a plusieurs études en cours, c'est très important évidemment d'y participer. Et des mécanismes de résistance à la thérapie ciblée peuvent se développer. Ici, je vous donne un exemple du traitement de la leucémie lymphoïde chronique classique, qui est le chlorambucil, c'est la ligne bleue. Et vous pouvez voir comment l'ibrutinib semble fonctionner beaucoup, beaucoup mieux. Donc, on fonde beaucoup d'espoir dans ces nouvelles molécules, l'ibrutinib en particulier, qui semble vraiment changer la face de la leucémie lymphoïde chronique, qui est un de ces sous-types de lymphome, si vous voulez. Alors, les mécanismes de résistance à la thérapie ciblée peuvent survenir. Pourquoi? Mais parce que les cancers, comme toute chose dans la vie, réussissent à s'adapter et mettre à partie les principes de sélection naturelle. Vous aurez compris que lorsqu'on applique un traitement, plusieurs cellules vont mourir, mais celles qui vont survivre, c'est celles qui sont capables de résister au traitement. Alors quand celles-ci vont se multiplier, on va avoir un problème. Donc, il faut être capable de suivre en temps réel si le patient est encore capable de répondre à ces traitements-là. Par exemple, pour l'ibrutinib, il y a des mutations qui vont se développer dans la BTK, la cible, qui vont faire en sorte que l'ibrutinib ne sera plus efficace. Et ça, c'est un problème. Donc, quand on voit ça survenir, il faut changer de médicament. Et peut-être pour prévenir que ça arrive, il va peut-être falloir songer à certaines combinaisons capables de tuer même les cellules qui apprennent à devenir résistantes à ce médicament-là. Donc, la diapo ici est un petit peu technique, mais c'est très certainement pour mettre en valeur le fait que la thérapie ciblée, c'est très joli, mais c'est aussi très compliqué. Et c'est pas toujours miraculeux. Il est extrêmement important de songer aux différentes façons de contourner les mécanismes de résistance des tumeurs, et la recherche, évidemment, s'attaque énormément à ça. Alors, que reste-t-il à faire en recherche? Bien, premièrement, il faut prendre une pause et puis regarder avec un peu de perspective qu'est-ce qui est arrivé dans les dernières années. Alors, depuis 10-15 ans, il y a eu de très grandes améliorations dans les taux de survie. Et dans le cas spécifique des cancers du sang, des lymphomes, c'est très vrai, ces progrès-là sont tous tributaires de la recherche en nouvelles thérapies, la recherche dans la biologie de ces cellules-là qui nous a fait comprendre les mécanismes biologiques en place et qui nous a permis de développer les bons médicaments, parce qu'on n'est pas encore en mesure de prévenir les lymphomes, puisqu'on ne sait pas ce qui les cause et on n'est pas capable de faire une détection précoce, et on ne sait même pas si une détection précoce aiderait. Vous savez, pour le cancer du côlon ou le cancer du sein, si on trouve une pré-tumeur ou on trouve une petite tumeur, on peut l'enlever, puis c'est fini. En lymphome, si même on en trouve un tout petit peu, vu que le lymphome peut aller partout ailleurs, on n'est jamais sûr de notre coup. Donc, ce qui est très important, c'est de maintenir évidemment la recherche dans la compréhension biologique de ces maladies-là et dans les nouveaux traitements. Alors, il y a plusieurs types de lymphomes qui sont encore très difficiles à traiter. Il va probablement falloir s'attarder à certaines entités plus rares afin de développer des thérapies plus efficaces contre certaines entités dont on a de la misère, qui nous causent encore un petit peu de fil à retordre. Il va falloir maximiser les effets des différents traitements en procédant à des combinaisons. Ça, c'est la clé, puis c'est juste les études cliniques bien faites qui vont nous permettre de répondre à ça. Limiter les effets secondaires, donc focaliser sur la médecine de précision. Et évidemment, continuer à encourager la recherche autant fondamentale, donc autant dans les mécanismes des maladies que cliniques. Donc, je vais passer maintenant le micro à Mme Prévost et il va y avoir une série de questions.
Nous vous remercions, Dr. Delisle, d'avoir fait la démonstration que la recherche progresse. La Société de leucémie lymphome continuera à jouer son rôle afin d'accélérer la découverte de meilleures options de traitement. Et nous prendrons maintenant des questions d'ordre général. Les questions en lien avec un dossier médical individuel ne pourront pas être répondues. Donc, nous vous demandons d'utiliser la fonction chat qui est à droite de votre écran pour poser vos questions au Dr. Delisle. Peut-être que la première question, oui. Oh, OK, non, ça c'était un test, je suis désolé. Donc, peut-être que je peux poser la première question et gênez-vous pas pour y répondre. En fait, c'est le premier d'une longue série de webinaires et j'aimerais très certainement savoir si les concepts étaient exprimés de façon claire, de façon précise, de façon facile à comprendre. Donc, gênez-vous pas aussi pour donner des commentaires sur la présentation. Je voulais vraiment donner, disons, une saveur très biologique à cette discussion-là, afin de bien cibler les lymphomes dans leur contexte et bien expliquer les thérapies en fonction de leur biologie, parce que franchement, c'est vers ça qu'on s'en va de plus en plus. Parfait. Il ne semble pas y avoir de questions. La présentation était vraiment très claire, donc je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci à tous les participants. J'aimerais... Oh, on a une question. OK, ce sont des commentaires. Mais merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, on dit que la présentation était bien vulgarisée. Ce sont des concepts difficiles à vulgariser. En effet, oui, j'ai eu à travailler un peu fort. Donc, j'aimerais remercier Jazz Pharmaceuticals de leur soutien à l'éducation ayant rendu possible la tenue de cette web diffusion. Cet après-midi, nous vous avons fait parvenir un formulaire d'évaluation. Il est important de le remplir afin de nous aider à mieux répondre à vos besoins. Nous vous avons aussi fait parvenir des liens vers notre site web pour obtenir de l'information sur nos services et sur notre programme de recherche. Surveillez notre site Internet afin de connaître les dates des prochaines web-diffusions à sllcanada.org/web-diffusion. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Dr. Delisle, et bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.